Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on est dans un nouvel épisode. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, cette série de podcasts. Je ne sais pas si ça va être dans la série de Real Talk with Kristen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Borelson. Il va se présenter tout à l'heure. Alors, c'est un format qui va être assez particulier. On va parler de sa personne, de sa carrière et aussi du fait qu'il est habité, en tout cas il a choisi d'aller habiter au Canada depuis plus de 5 ans déjà. Et on parlera aussi du dating world parce qu'on a entendu que au Canada c'est compliqué les relations amoureuses. Et vous savez qu'on en parle beaucoup, que ce soit sur notre chaîne En face de toi ou même moi aussi j'en parle beaucoup. Les relations hommes-femmes, comment ça se passe en Amérique du Nord. Et aussi la France, parce que là, on enregistre cet épisode en France, à Lyon. Borelson est venu chez moi à Lyon, ok? Borelson. Yeah, my man. It's been so many years, man. Yo, man. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et aussi, je voulais dire que on s'est décidé vraiment en dernière minute. On allait parler en quelle langue, parce que avec Borelson, depuis qu'on se connaît, on échange 95% en anglais, en fait. C'est vrai. Tout le temps. Yeah. Alors, juste, je vais faire un petit historique. Ce qui est intéressant avec Borelson, c'est que quand je pense à Borelson, je pense à ma femme. Parce que j'ai rencontré ma femme le même soir que j'ai rencontré Borelson. Yeah, true. Quand j'ai mis mes yeux sur Amandine, là, le gars là, il était là. Donc, on parlera un peu de ça aussi si tu te rappelles d'ailleurs. Bien sûr, galerie d'art. Ouais. Mais sinon, ouais, ça fait avec Amandine, ça fait 6 ans, 6 ans et demi qu'on se connaît. Et avec Borelson, c'est pareil. Donc, monsieur, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans la caméra? Bien sûr, pas de problème. Donc, Borelson, artiste multidisciplinaire canadien d'origine gabonaise et congolaise. Et donc voilà, basé maintenant à Toronto et j'ai passé entre-temps quelques années à Paris, enfin en Europe, mais principalement voilà, Paris et un peu Londres. Yes. En tout cas, là, t'es en tournée. Exactement, tournée européenne, première tournée européenne, ouais, pour la promotion justement de mon dernier album qui s'appelle Building Bridges. Yeah. Et voilà, donc il y a le vinyle justement pour accompagner la tournée, qui est donc une édition très limitée, édition en or. Yes. Et l'idée, c'est voilà, de promouvoir ce projet et les projets que j'ai sortis aussi avant, depuis que je me suis installé au Canada. Ok. Et vraiment, comme le nom l'indique, un Building Bridges, donc vraiment construire des ponts entre les personnes, entre les genres musicaux, entre les vibes. Et du coup, voilà, j'ai commencé avec l'Angleterre, justement, j'étais à Londres et ensuite j'étais à Brighton, donc dans le sud de Londres pour un festival qui s'appelle The Great Escape. Okay. Et ensuite j'ai fait une date sold out là à Paris le 17 mai. Yeah, Paris. Voilà. Et là, la prochaine, c'est le 26 mai au Luxembourg. D'accord, ok. Donc c'est bien que tu aies parlé de Paris. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de cette décision. On va rentrer droit dans la conversation. Cette décision-là, je me rappelle encore quand tu faisais tes documents à l'époque. Ouais, tu t'en rappelles? J'étais chez toi. Ouais. Sachant que voilà, quand j'ai rencontré Borelson, ensuite, j'ai fait un de ses clips. Ouais. J'ai fait c'était un ou deux? Non, c'était un clip, mais après, il y avait aussi des shows que tu filmais pour moi et après que tu as fait les montages de ces shows. Voilà. Donc, on a fait... En tout cas, j'ai tourné un de ses clips. Ouais, The Lonest Friend. Et franchement, donc, on a tourné tard la nuit, je me rappelle, vers minuit, 2h et tout. Et pareil, quand tu as commencé ta démarche de partir au Canada, est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça a été, tu vois, ton arrivée au Canada, comment ça s'est fait, est-ce que t'as été bien reçu? Parle-moi un peu de tout ça. Non, bien sûr. Alors déjà, pour le Canada, je dirais, dès le premier jour en fait où j'ai mis les pieds là-bas, je suis arrivé donc en janvier, donc en plein hiver. Dès le premier jour, en fait, j'ai été agréablement reçu. C'est-à-dire la police aux frontières, quand ils vérifient que tous les documents sont corrects avant de nous laisser officiellement entrer dans le territoire, ils m'ont même dit « Welcome home ». Tu vois, donc déjà ça, dès le départ, tu vois un militaire qui te dit ça avec un grand sourire. Déjà là, ça m'a mis vraiment bien me sentir à l'aise. Et depuis, en fait, les choses n'ont fait que s'enchaîner dans le positif de façon globale, quoi. D'accord. Maintenant, pour le choix, pour moi, c'était, on va dire, plus ou moins une évidence dans le sens où
Bah, en grandissant en Afrique, en fait, j'ai baigné dans l'influence, on va dire, nord-américaine et francophone en même temps, et bien sûr africaine. Mais j'ai toujours été, on va dire, en termes de mindset, beaucoup plus attiré par le côté anglophone. Maintenant, en termes de choix de pays, au départ, compte beaucoup, je pense. J'ai voulu, pourquoi pas, tenter les États-Unis. Donc, je suis allé en visite et tout, de temps en temps. Mais après, voilà, je n'avais pas forcément réussi à trouver le type de visa que je cherchais. Mais par contre, le Canada étant un pays beaucoup plus ouvert à l'immigration, des trucs comme ça, des contacts que j'aimais plus du côté francophone, donc à Montréal, m'avait dit, bah, écoute, franchement, tente, on sait jamais. Mais vu justement mon mindset, ce que je cherchais pour ma musique, pour la culture, tout ça, en faisant, j'ai vraiment pris le temps de faire mes recherches sur tout le pays, donc le Canada, et j'ai vu qu'il n'y a que Toronto, en fait, qui allait matcher vraiment mon mindset. D'accord. Et depuis, en fait, dès que j'ai vraiment eu cette fixation sur c'est Toronto et aucune autre ville, en fait, toutes les démarches, même si ça a pris du temps, mais en fait, ça coulait naturellement. Et en fait, j'ai pu, voilà, avoir tous les papiers qu'il fallait et m'installer là-bas, quoi. Sachant que j'avais jamais été à Toronto avant. Ouais, mais comme je disais, dès la première fois, en plus en plein hiver, mais ça s'est bien passé. J'ai préféré d'ailleurs commencer par l'hiver, donc par le pire, entre guillemets, pour pouvoir savourer l'été et la période chaude encore mieux, quoi. Et franchement, depuis, ça se passe bien. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de mentalité Amérique du Nord et européenne. Ouais. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que la période à laquelle je t'ai rencontré, bon, je pense que bien avant même que je te rencontre, mais tu étais même artistiquement dans un éveil très retour en Afrique. Exactement. Tu vois, même dans ton clip, qui ensuite a inspiré, tu vois, un autre projet qu'on a fait derrière, La France cachée. Exactement. Et tout ce qui s'est découlé de ça. En effet. Comment tu fais ce pont-là, tu vois, ce pont-là de ton début d'éveil ou ton explosion artistique au niveau spirituel en France, on le voit déjà dans t'as fait un shoot même afrofuturiste, en effet, Dragon Ball Z et tout. Comment tu passes au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu perds de source? Est-ce que tu te reconnectes facilement? Ça a été comment en fait ce filon-là que tu as commencé en France? Non, en effet, je pense que le plus important déjà, c'est globalement pour moi, c'est juste de pas oublier en fait d'où on vient. Je pense que mon approche, c'est vraiment ça. Et je pense que quand on arrive à être enraciné d'une façon assez importante, peu importe où on va partir, moi la métaphore que j'aime prendre, c'est comme un arbre en fait. Donc si on a en fait un bon niveau d'enracinement, peu importe où on va dans le monde, le reste en fait c'est plus des branches. Et idéalement, quand ça se passe bien avec un arbre fruitier, il y aura des fruits. Donc moi c'est plus comme ça en fait que je vois ça. C'est un peu comme si j'essaie juste de m'étendre au maximum, mais mes racines elles restent vraiment dans la culture, on va dire, africaine et noire de façon globale. Et bien sûr avec des affinités propres à mon identité à moi. Donc à partir de là, en fait, je me vois comme si c'était en fait une sorte de mission de ne pas oublier d'où on vient. Et c'est ça qui nous permet en général, moi personnellement, ma conviction, c'est que plus loin on veut partir, en fait, plus il faut se rappeler d'où on vient. Et c'est vraiment ce cheminement-là, en fait, que je fais, quoi. Me reconnecter avec la diaspora africaine principalement, mais après avec toute personne qui serait attirée, intéressée par mon art. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on n'oublie pas d'où on vient, on va essayer de se souvenir des accomplissements qui ont été faits par les personnes avant nous, sur tous les plans. Ça peut être artistique, ça peut être politique, ça peut être aussi scientifique, mais vraiment tout ça, en fait, c'est cette grandeur noire, en fait, voilà. Et à partir de là, je pense, se rappeler de ça pour pouvoir construire quelque chose de meilleur et d'encore plus grand. Parce que je pense que dans la vie, c'est ça, il faut qu'on essaie toujours d'aller plus loin et plus grand. Yeah. Et j'avais une autre question pour toi. Bon, je pense que tu l'as dit un peu, plus ou moins dans tes premières questions, mais qu'est-ce qui t'a plu vraiment au Canada, à part le côté, comme tu as dit, hospitalier quand on t'a reçu? Mais c'est quoi qui t'a beaucoup marqué? Est-ce que c'est le côté créatif? Est-ce que c'est le côté accès à l'emploi facile? On a vu des vidéos sur TikTok où c'était écrit en grand, en recrute, tu vois, dans des grandes banderoles dans la rue. En effet, Qu'est-ce qui t'a plu? Tu t'es dit, waouh. Comme tu as dit tout à l'heure en off, tu m'as dit, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps de venir, quoi. En effet, oui. Alors, je dirais, à part l'hospitalité, c'est, je dirais, les opportunités, oui. Si c'est en un seul mot, c'est ça, parce que je pense que naturellement, dans la plupart des cas, quand on est un être humain et qu'on se déplace, je pense que toute espèce animale, même certains animaux quand tu observes, en fait, c'est toujours par rapport aux opportunités.
c'est aussi en général où tu vas te sentir le mieux, des trucs comme ça. Tu observes même, et je pense qu'observer la nature, justement, c'est important. Des fois, moi, je pense, pour bien être centré, se trouver soi-même, c'est qu'on verrait, par exemple, que ce soit des oiseaux ou d'autres espèces animales, selon la météo, justement, ils vont vivre dans une certaine région pendant une partie de l'année, et après, ils vont migrer vers une autre partie de l'année. Parce que selon la période, il y aura plus à manger, il y aura un meilleur cadre dans une certaine zone, quoi. Et dans l'histoire de l'humanité, on voit en fait que tous les hommes, en termes d'origine humaine, le développement d'autres espèces, tout ça, c'est une histoire de migration en fait. Mais très souvent, c'est une migration qui est liée aux opportunités. Donc moi, on va dire Toronto, pour venir là-dessus, moi, c'est juste que j'ai senti que c'est cette ville-là en particulier qui allait m'apporter le plus d'opportunités, pas parce que moi, je voulais faire, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et j'ai eu cet instinct-là tellement fort, mais en arrivant là-bas, justement, ça a confirmé que c'était le bon choix. Et justement, comme disait Ronald tout à l'heure, j'aurais même dû peut-être même partir beaucoup plus tôt parce qu'en arrivant là-bas, en fait, j'ai senti une sorte d'alignement parfait, tu vois, les rencontres. Parce que quand je suis arrivé là-bas, je connaissais vraiment personne, en fait. Mais de la première personne que tu rencontres par hasard dans un métro ici à Paris, quelques jours avant que tu voyages ou quelques mois, qui te dit quand tu arrives, contacte-moi, qui ensuite te met en contact avec ton premier colocataire, qui après te met en contact avec des gens de l'industrie musicale, qui après te permet d'accéder à tel truc. En fait, tout s'alignait tellement que tu dis, mais en fait, ouais, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment. Au bon moment. Ouais. Et en parlant de ça, tu as posté, ça fait quelques années, tu avais posté une photo où tu as rencontré TDI. Yeah, Kendrick Lamar, my man. Tu as rencontré Kendrick, tu vois, tout le groupe. Ouais. Comment ça a été en fait ce moment-là? Comment tu l'as vécu, et sachant que c'était quand même pendant leur moment de gloire, c'était pas ça fait genre quand ils étaient off carrière, c'était vraiment pendant leur période de pic, et toi aussi d'ailleurs. Comment ça a été? Je pense que ça a été une confirmation pour moi. Confirmation à nouveau que j'étais au bon endroit au bon moment, et deux, une confirmation que en fait Kendrick Lamar, c'est vraiment, comme on dit quoi, the GOAT, en tout cas de cette génération là, parce que moi voilà, c'est l'un de mes rappeurs préférés de la nouvelle génération, si on peut dire ça comme ça. Et avoir cette opportunité de le rencontrer, de discuter avec lui, même si c'était un moment bref, pour moi, ça m'a confirmé aussi l'image que j'avais de lui. Parce que des fois, je pense qu'on va avoir une certaine image de célébrités, de personnes connues. Et quand on les voit, il y aura un décalage. Mais par contre, à ce moment-là, il y a eu zéro décalage. On a pu discuter, échanger. Et les conseils qu'il m'a donnés, pareil aussi, le complimenter sur ce qu'il fait, tout ça. C'était un moment vraiment, comme on dit, il est très humble. Et moi, ça m'a vraiment touché énormément. Ça m'inspire encore plus de voir quelqu'un justement qui a ce niveau-là. Il était vraiment au pic de sa carrière, vraiment au top du top. Mais garder ce niveau d'humilité, là, ça m'a beaucoup inspiré. Et voilà, d'autres discussions qu'on a eues en off sur la créativité, tout ça. Mais franchement, c'était vraiment un moment... je peux facilement dire que c'est dans le top 5 des meilleurs moments que j'ai eu dans mon existence, ça c'est sûr et certain. Franchement, rencontrer Kendrick, c'est un peu... c'est rencontrer un peu l'excellence au fait dans son domaine. C'est-à-dire que si tu es photographe ou si tu es créatif, de rencontrer une personne comme lui, c'est juste un truc de fou. Moi, quand j'ai vu cette photo, je sais pas combien de fois je l'ai liké, tu vois. Si on pouvait liker 10 000 fois, j'étais trop content. Et aussi, tu vois, connaissant un peu, on a passé quand même pas mal de temps ensemble, tu vois, autant le côté, quand je t'ai rencontré, mais aussi j'ai fait ton clip, ensuite j'ai vu ton évolution artistique, et quand tu m'as dit que tu allais à Toronto, je me suis dit, it's just about time, you know? It's just about time. C'est vrai. Et je sais que tu as fait pas mal de projets aussi, tu vois, je vois que tu bouges, tu fais pas mal de trucs, des clips, des collabs. Et tu t'es fait shout-out aussi par pas mal d'artistes en ligne. Exactement, mais on n'entend pas vraiment les difficultés au Canada. Bien sûr, le dating, mais aussi le froid. Qu'est-ce qui t'a... Tu t'es assis à un moment, tu t'es dit... Peut-être que la France, c'était peut-être mieux à ce niveau-là, tu vois, je sais pas, peut-être santé. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que d'autres personnes aussi ne connaissent pas du Canada? Après, moi, je dirais que le mindset avec lequel je suis parti, j'ai pas forcément avoir eu l'impression d'avoir rencontré autant de difficultés que ça. En tout cas, pas des difficultés qui sont insurmontables, quoi. Moi, le plus gros, je dirais, c'est comme beaucoup pensent, c'est le froid. Moi, j'accepte juste principalement ça. Où en fait, peu importe comment on se prépare mentalement, on n'est jamais vraiment prêt à affronter de telles
température basse, en fait. Ça, ah ouais, c'est aussi mauvais que ça. Je pense que ouais, ça peut des fois être assez effrayant et tout, en termes de température et tout. Mais après, voilà, les locaux, ceux qui étaient là-bas, vraiment, on dit, hein, tu t'adaptes en t'habillant bien comme il faut. Tu calcules de façon bien stratégique les moments où il faut sortir ou pas. Tu penses à 2 fois que c'est vraiment nécessaire de sortir. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, ou même, tu te fais livrer s'il faut, des trucs comme ça, quoi. Après, il y a des personnes qui aiment bien le froid hein, pour des activités, patinage artistique, faire du ski, des trucs comme ça. Donc, il y a des personnes, au contraire, pendant l'hiver, c'est même leur saison favorite. Mais je dirais que, ouais, principalement, difficulté, c'était juste ça, quoi, s'habituer au froid. Mais après, de mon côté, je sais pas si c'est tant le froid ou c'est plus le manque de soleil. Parce que je trouve que ça vient souvent ensemble, quoi, les deux. C'est-à-dire que pendant la période hivernale, ok, il fait froid, mais c'est surtout le fait que l'exposition au soleil est vraiment réduite au maximum, puisqu'il va faire nuit quasiment tout le temps. Ouais. Et du coup, ben, ce manque de soleil, surtout nous, les personnes à forte mélanine, ça peut impacter, en fait, notre mental. Ouais, donc, c'est vraiment, en fait, s'assurer que le niveau de vitamine D est toujours à un bon niveau, là. C'est plus ça, en fait, moi, je dirais, ouais. C'est qu'en effet, pendant l'hiver, c'est pas trop le froid, mais plus voilà, le manque de soleil. Et donc, s'assurer qu'on ait assez de vitamines et ben, rester positif, quoi, parce que ça peut vraiment affecter le mental. Et ça se voit, il y a des études qui montrent hein, qu'au Canada, je sais plus c'était quoi les chiffres, par exemple, un Canadien sur 5, pendant sa vie adulte, va avoir des problèmes mentaux. Ouais, c'est vrai que donc, voilà. Et c'est souvent lié justement au froid, au manque de soleil, quoi. Ouais, donc je pense que c'est plus ça, en fait, il faut se préparer. Après, certains qui ont la chance, qui ont de la flexibilité, ce qu'ils font, c'est que pendant l'hiver, et moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant là-bas les premières années, bah, tu voyages, en fait, tu vas dans un endroit chaud aussi longtemps que possible, quoi, pendant l'hiver. Voilà. Au Mexique, voilà, quelque part. exactement. Moi, je suis allé à Cuba, par exemple, Ah ouais. vu que c'est pas loin et tout, et ça m'a permis aussi de me reconnecter avec nos afro-descendants de là-bas et tout. Donc voilà, il y a des îles à côté, quoi. Il y a Cuba, il y a la Jamaïque, puisque la communauté jamaïcaine, c'est la plus grosse communauté noire de Toronto ou même du Canada. Donc, en général, voilà, beaucoup vont en Jamaïque ou les autres îles à côté, en Costa Rica qui est à côté. Ou si tu préfères un truc type, pas forcément une île, mais il y a les États-Unis avec la Floride notamment. Ouais, la Floride. Ou même le Texas aussi. Donc, voilà, différentes possibilités comme ça où beaucoup font ça, en fait. Ou pendant l'hiver, ils vont aller dans ces zones-là qui sont plutôt chaudes, histoire de toujours avoir une exposition au soleil, recharger puis revenir plus fort, quoi. Yeah. Ok, juste avant qu'on attaque la question du dating, est-ce que tu pourrais dire que Toronto, même Canada en général, c'est family friendly? Est-ce que je pense que c'est un environnement qui est sain pour construire une famille? Est-ce que c'est plus pour quand tu es solo, tu charbonnes parce qu'il y a 15 millions d'opportunités, mais est-ce qu'en termes de famille, est-ce que tu pourrais, toi, te voir fonder une famille au Canada ou plutôt en Europe? Alors moi, je dirais beaucoup plus le Canada parce que je trouve que, enfin, en termes d'avantages, en fait, dans le Canada et l'Europe, ils sont quasiment les mêmes, en fait, avec le Canada et la France, par exemple, parce que le Canada a aussi un système de santé universel où tout le monde, en fait, a accès à la santé de façon gratuite, quasiment. Donc, c'est un peu... Ouais, ok, je savais pas ça. Exactement. Du coup, c'est pareil que la France à ce niveau-là, déjà, ce qui est plutôt positif. Après, par exemple, ce qui est assez impressionnant, c'est que les congés maternité de le premier enfant, en fait, c'est minimum 9 mois pour la mère. Et le père, il peut en prendre aussi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'enfant, je crois que c'est un peu moins au premier enfant et ça grandit plus. Il y a 2 nombres d'enfants. Mais au Canada, dès la première fois, je crois que c'est minimum 9 fois. Je crois que c'est même plus 12 mois, en fait. On va dire c'est pas mal. Et ça permet de mieux se préparer pour la crèche parce que la crèche, par contre, c'est très, très, très cher, en fait. Donc, ça, du coup, c'est 1 an là de congé maternité. Ça permet peut-être de mieux se préparer financièrement, quoi. Après, pour le reste, je trouve que Montréal va plus se prêter à un cadre familial quand même de façon globale que Toronto. En effet, Toronto, c'est plus une ville où les gens viennent pour charbonner, 15 millions d'opportunités. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à Toronto, ça va être un cadre beaucoup plus pour les opportunités. Donc, ça peut rendre ça un peu moins facile pour un cadre familial. Mais après, comme toute grosse ville, comme Paris, par exemple, c'est possible, du coup, de, par exemple, s'éloigner un tout petit peu, genre 1 heure de Toronto, par exemple, même 2 heures maximum. Et voilà, il y a des villes qui sont, beaucoup plus adaptées à un cadre familial. D'accord. Voilà, donc c'est ce que beaucoup font, en fait. Toronto, c'est pour venir charbonner. Et après, c'est des personnes qui vont, par exemple, vivre ou acheter une maison à 1 ou 2 heures de Toronto. Et comme ça permet de trouver un équilibre, quoi. Ouais.
Ok. Bon, donc là maintenant la question qui fâche, en tout cas la question qui va intéresser beaucoup. Et moi avant, je m'intéressais pas beaucoup au Canada, hein, pour te dire. Hein. À part le côté, ma sœur par exemple aussi, elle a immigré au Canada. C'est Ah, Montréal aussi. ah ok, Ouais, ma je savais grande sœur, pas. elle est D'accord. partie, elle a fait peut-être 1 an ou 2 ans. Ok. Bah, ensuite, elle est revenue parce qu'elle était enceinte. Elle a aussi, je crois que c'était un accident qu'elle avait eu sur son... Parce qu'elle a glissé pendant la neige. Bref, Mhm. on disait que c'était un peu compliqué là-bas pour l'assurance et tout le reste. Mhm. Mais comment tu expliques que là-bas, le monde du dating, Mhm. c'est juste, on va dire, toxique, ou quasi impossible de trouver l'amour au Canada. Je sais pas si c'est dans la communauté afro Mhm. ou si c'est en général, mais à chaque fois, même tu vois, nous avec en face de toi, Mhm. quand il y a des gens qui commentent, ils disent que ah ouais, ça c'est typique au Canada. Ça, à chaque fois qu'on relie le Canada dans le dating, c'est à chaque fois toxique. Ok. Et j'ai jamais prêté attention à ça. Donc qu'est-ce que toi tu peux en dire? Alors, ok, je vais essayer de pas fâcher des gens, tous mes Canadiens là. Ouais, non, en effet, hein, depuis que je suis installé là-bas, en effet, hein, je vois que l'histoire du dating, surtout quand j'entends parler en fait des femmes et des femmes noires, quand elles me racontent l'expérience de dating, je me dis waouh, est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est un film en fait que tu es en train de raconter là? Je me dis c'est impossible que ça arrive comme ça dans la vraie vie. Elle me dit mais si, ça m'est vraiment arrivé. Donc, non, en effet, c'est devenu compliqué. Et pourquoi moi, je dirais qu'il y a plusieurs causes, hein, je sais pas trop, mais c'est vrai que voilà, il y a cette sorte de clash ou de problème de communication entre la gente masculine et féminine et tout. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est un peu perdu, en fait. Et c'est pas forcément que propre à Toronto, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans un monde qui est de plus en plus connecté. Donc, de façon globale, on a tous accès au même type d'informations, au même type d'influence en général. Et moi, mon impression, c'est qu'on est vraiment, en fait, perdu entre c'est quoi un homme, c'est quoi une femme et quelles sont les attentes, en fait. Moi, je pense que c'est plus ça, en fait, une sorte de zone un peu turbulente là entre, on va dire, entre guillemets, la tradition et puis la modernité, quoi. Donc, comment on se trouve là-dedans, parce qu'en effet, il y aura certains hommes, ils veulent une sorte de modernité, mais en même temps, ils veulent des valeurs traditionnelles. Des femmes aussi, elles veulent des valeurs modernes, mais en même temps, veulent aussi être traitées de façon traditionnelle. Donc, en fait, moi, je pense que c'est déjà, premièrement, mais vraiment pour le temps de se connaître soi et savoir ce qu'on veut vraiment et être sûr que nos actions vont matcher, en fait, ce qu'on veut vraiment, quoi, et de pas se mentir à soi-même. Donc, moi, je pense que s'il y a un problème de dating, c'est parce que, en fait, je pense que beaucoup savent pas vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Parce que des fois, dans la vie, tu peux obtenir des fois ce que tu veux, mais c'est aussi, ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape qui, pour moi, est la plus importante, c'est t'arranger à garder, en fait, ce que tu as voulu obtenir, tu vois. You get something, but how do you keep it, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a des fois des situations, des gens, ils veulent une personne bien, mais après, quand tu as cette personne-là qui est bien, qui est posée, qui est stable, là, en fait, ça les trouble, en fait, d'avoir finalement ce qu'elle voulait, parce que peut-être avant, c'était que des situations toxiques, compliquées. Et là, finalement, tu es dans ton milieu stable, et là, ça te perturbe aussi bien. Et là, ça peut te faire des personnes, comme ils appellent ça, le self-sabotage. Et du coup, tu vas créer des situations qui vont faire que ça se casse, ça se brise, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Les gens sont un peu perdus entre... Mais après, c'est la société à laquelle on vit. Tu vois, on a tellement d'informations, de flux d'informations qui nous viennent, qui nous disent, voilà, c'est ça être un homme, c'est ça être une femme, c'est ça être un homme moderne, c'est ça être un homme fort, c'est ça. Donc, en fait, on sait plus, en fait, où donner de la tête. Et voilà, il faut vraiment prendre le temps de se poser, savoir ce qu'on veut. Et une fois qu'on l'obtient, être sûr qu'on veut le garder, quoi. Et être patient, parce que des fois aussi, je pense qu'on est un peu trop pressé. On veut tout de suite. Et des fois, on sait pas que, les belles choses, les grandes choses, des fois, ça prend du temps à construire, quoi. C'est pas que dès qu'il y a un red flag, tout de suite, ah ouais, ok, c'est fini, tu vois. Fini. Est-ce que depuis que tu es parti au Canada, comment tu vois ta connexion? Donc après, on va revenir juste après la pause, mais je te pose déjà la question. Bien sûr. Parce que je sais qu'en France, voilà, t'as un peu cette connexion-là facilement, je dirais, surtout quand toi, t'étais en Ile-de-France. T'es pas loin de Paris, donc facilement, dès que tu prends un métro, tu vois, t'as l'Afrique à ta portée. Exactement, Et ça te rappelle un peu d'où tu viens, et aussi, ça te force un peu plus ou moins à tenir un projet avec l'Afrique, à y retourner, à investir, juste à faire un tour, en fait. Mais le fait que tu sois au Canada, qui est encore beaucoup plus loin, comment tu vis, en fait, cette séparation-là avec ton continent?
Ouais, non, c'est vrai que ça peut être dur en effet. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle la communauté africaine, bon, elle est quand même présente à Toronto et elle ne cesse de grandir en fait, mais c'est vrai qu'en comparaison avec l'Europe de façon globale, elle va être moins présente. Pourquoi? Parce qu'en effet, la distance, c'est rien que déjà ça en fait. C'est même pas forcément une question de froid ou quoi, mais c'est juste la distance, comme tu as dit. C'est beaucoup plus loin de l'Afrique. Et l'Europe, voilà, on est en moyenne aller quoi, 5-6 heures quoi. Ouais, 5 heures, 6 heures. Exactement. Et si on compte même l'Afrique du Nord, on est encore beaucoup plus proche. Mais c'est vrai que l'Amérique du Nord, ouais, en général, on est même déjà obligé de toute façon de faire une escale ici quand on veut aller en Afrique, quoi. Ou de faire une escale, je sais plus quelle autre zone du monde. Mais en général, ouais, il y a cet aspect la distance. Mais après, voilà, la communauté africaine, elle est quand même assez présente à Toronto et à Montréal notamment. Et donc, bon, là, ça me permet de tout de suite dès mon arrivée d'avoir rejoint des groupes de communautés africaines dans ces zones-là, surtout à Toronto. Et du coup, de me construire un cercle. Mon cercle, de toute façon, à Toronto, il est principalement afro. Hein. Donc après, je l'ai un peu étendu beaucoup plus aussi caribéen, mais ça reste, voilà, quand même une grande majorité africaine, quoi. Mais voilà, en arrivant quelque part, juste chercher où sont les cercles afro, et puis après, à partir de là, aller les rencontrer, et puis créer des liens, quoi. Yeah. Donc ça, j'ai pas hésité à le faire. Après aussi, j'ai eu l'opportunité en 2019 d'aller au Ghana pour l'année du retour et faire aussi un spectacle là-bas, me produire et puis rencontrer des gens. Donc ça m'a aussi vraiment aidé à garder cette connexion-là. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de retourner encore plus au Ghana principalement et puis pourquoi pas visiter d'autres pays africains. Et ça, c'est en cours pour cette année, en développement et tout. Donc moi, je dirais, ouais, garder la connexion, c'est déjà retrouver les cercles afro dans la zone où je suis installé, donc à Toronto. Mais après, oui, de là-bas, tous mes voyages en général, ça a été que principalement dans des zones afro, quoi. Même quand c'est les Caraïbes, quand je suis allé à Cuba, par exemple, ou quand je suis allé, voilà, au Ghana et tout. Donc, ouais, j'ai toujours fait en sorte de garder ça, quoi. Et puis après, bon, on est dans un monde de technologie, de connexion et tout. Ouais. Donc, il y a le côté, voilà, un coup de fil, visio, machin, tout ça. Donc, je reste toujours connecté, quoi. Donc, ouais. Mais en termes de voyage, principalement, ouais, ça a été le 2019 au Ghana pour l'année du retour et ça a été life-changing, franchement. Yeah. Ouais. Okay. Je pourrais écrire un livre juste sur ce voyage-là. C'était vraiment, ouais. Alors, ouais, c'était pendant Afrochella, Afronation, ouais. Et moi, je faisais principalement partie d'un festival qui s'appelait Afro Chic. À un moment donné, voilà, c'était Afro Chic et tout. Mais après ce festival, Afro Chic avait un partenariat avec Afronation et Afrochella. Du coup, on a eu aussi, voilà, nos entrées dans ces festivals-là et on a pu aussi networker avec des personnes affiliées à ces festivals-là. Il y a eu, voilà, d'autres événements auxquels on a pris part, des talks, des conférences et tout. Donc, c'était vraiment une belle communion de la communauté afro de toutes les parties du monde, quoi. Et je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'il y a eu autant de Noirs de toutes les parties du monde réunis en même temps. Ouais, c'était la première fois. Après, bien sûr, ça a continué du coup les années d'après. Hein. Bon, 2020 et 2021, c'est un peu ralenti à cause de la pandémie. Mais maintenant, le but maintenant pour le Ghana, c'est de faire ça en fait de façon annuelle et notamment le mois de décembre, quoi. Tellement qu'ils ont même, je crois, surnommé ça Dirty December, parce que il y a trop de choses qui se passent là-bas et tout, mais dans le positif, hein, bien sûr. Et donc, ouais, non, c'était l'année du retour, comme ils l'ont appelé, pour vraiment commémorer l'abolition de l'esclavage, parce que ça faisait à peu près 400 ans et tout que ça avait été aboli, un truc comme ça. Et ils ont invité, voilà, tous les Noirs à revenir à la maison, quoi. Donc, c'était beau, c'était franchement beau à voir. Sur le plan spirituel, j'ai senti quelque chose de fort en fait. Comment t'as vécu ce retour-là et bon, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes des Amériques, hein, voilà. Du Nord, du Sud et tout, qui eux peut-être n'avaient jamais mis pied en Afrique, tu vois. Ouais. Mais du coup, pour toi qui a déjà cette connexion-là, comment t'as vécu ça, tu vois, en voyant certaines personnes découvrir le continent? Ouais. Qu'est-ce que ça trigger en toi? J'ai principalement un sentiment de fierté, premièrement, et de se dire en fait à nouveau que tout est possible en fait. Parce que moi, en tant que noir africaine qui ai grandi en Afrique, faut pas se mentir, surtout quand on quitte l'Afrique, je pense qu'à l'époque en tout cas, c'était pas vraiment cool en fait d'être africain. C'était peut-être cool d'être noir, mais c'était pas cool d'être africain. C'était peut-être cool d'être noir, surtout noir américain, tu vois. Mais c'était pas forcément cool d'être africain. Il y avait énormément de stéréotypes et tout associés au fait d'être africain. La famine, les guerres, tout ça, quoi. Ouais. Donc moi, j'aurais même jamais pensé dans mon existence de voir un moment où il y aura ce retournement de valeur en fait, où les gens maintenant se disent « Hey, je vais aller en Afrique.
je veux aller dépenser mon argent en Afrique, je veux aller en vacances en Afrique, alors qu'avant, voilà, on pensait pas aller en vacances en Afrique, quoi. On partait pour aider, exactement, des aides. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de personnes, par exemple, qui sont amenées en Afrique, qui grandissent, dès qu'on quitte l'Afrique, ben, on se dit, voilà, je veux pas forcément retourner. Du coup, on fait des enfants en dehors de l'Afrique qui aussi n'ont pas forcément envie de retourner, quoi. Du coup, c'est une chaîne qui se crée comme ça. Donc, moi, je trouve que c'était assez quand même puissant, justement. Moi, ça m'a fait me sentir fier, me disant, ah ouais, en fait, il y a maintenant des Noirs de tout le monde entier, et pas que des Noirs aussi, mais pratiquement des Noirs de tout le monde entier qui veulent maintenant venir en Afrique et qui sont fiers. Et comme tu as dit, les Américains, c'était leur première fois de venir en Afrique. En général, il y a ce côté-là, ils savent même pas par où commencer parce que ils savent pas exactement d'où ils viennent. Certains vont peut-être faire des tests d'ADN, mais qui sont pas forcément hyper approximatifs et qui ont aussi tellement d'origines et de pays. Donc, en fait, en général, la population d'afro-descendante, elle est souvent perdue. Ils savent pas par où commencer, où aller. Mais moi, j'ai aimé les efforts que le Ghana a fait de dire, écoutez, prenez n'importe quel pays, y compris le Ghana, et c'est votre maison, venez seulement, on va bien vous accueillir, quoi. Et ils ont mis vraiment tout ça en place pour que les gens se sentent bien, que les gens soient safe, qu'il y ait des opportunités aussi d'investissement. Et ils ont même donné des terres, des passeports, facilité, en fait, ce genre de trucs pour que les personnes puissent retourner, en fait, aux sources, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment fort à nouveau parce que voir maintenant que depuis ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui veulent maintenant aller en Afrique et investir. Mais c'est fort, moi je trouve que c'est ça qui va faire en fait que l'Afrique pourra encore plus retrouver sa grandeur et aller à un niveau, voilà quoi, jamais un matin avant, pourquoi pas. Donc c'est beau à voir et moi ça m'a rendu encore plus fier d'être noir et africain. Voilà, donc je pense que ça a impacté du coup même ma musique, comment est-ce que justement j'ai décidé d'accentuer encore plus la valorisation de mon héritage africain dans ma musique et dans mes visuels que j'avais déjà commencé bien avant, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, ça m'a rendu encore plus fier que, en fait, j'étais déjà en fait dans la bonne lancée. Avant même que voilà tout le monde se dise ok, il y a mené une hype, tu vois. Ça m'a confirmé que j'étais déjà en fait dans cette vision là avant que ça devienne une hype, quoi. Et j'allais parler ici, tu vois, en parlant de hype, je pense que parce qu'on critique beaucoup des gens, en tout cas des Africains nés en Afrique qui sont venus s'installer ici, qui retournent plus, qui fantasment un peu l'Afrique en disant que ouais, on est fiers, l'Afrique c'est chez nous, mais ils retournent pas forcément. Et quel est le rapport que les Jamaïcains, en tout cas les Caribéens qui sont à Toronto, est-ce que chez eux c'est une normalité? Est-ce qu'ils rentrent souvent chez eux? Est-ce qu'ils investissent souvent chez eux? Ou plutôt ils sont plus en mode on est à Toronto, on va d'abord impacter ici, on va acheter ici. Quel est le rapport des Caribéens qui sont en Amérique comparé à peut-être toi qui as vu les Africains ici? Est-ce que tu penses que eux ils sont plus investis chez eux, dans leur pays, où ils se considèrent d'abord Canadiens, donc ils impactent d'abord le Canada et là-bas, contrairement à beaucoup d'Africains ici, que ce soit la première génération, la deuxième, même les nouveaux là, qui vont plus se dire que nous, on va investir, en tout cas nos papas à l'époque, ils étaient plus en mode, on va aller retourner au pays pour investir, et ici, même si on dort dans des HLM, on s'en fout. C'est quoi la mentalité de ces Caribéens, Jamaïcains, Costa-Ricains, Cubains et tout? Non, c'est une question très, très intéressante, justement, et en observant, moi, ce que j'ai vu, je veux dire qu'il y a principalement deux catégories. Tu as une catégorie qui va être dans cette même mouvance-là de se dire, en fait, nous, on veut juste partir de là où on était. Et quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est notre maison. Et puis, on reste là, on s'intègre, on s'assimile même. Et puis, voilà, quoi, c'est tout. On pense pas forcément, OK, est-ce qu'on retourne investir, tout ça. On est juste là et c'est bon, quoi. On continue, entre guillemets, d'avancer. Et puis, tu as une autre catégorie qui, forcément, eux vont se dire, OK, faut vraiment pas du tout qu'on oublie d'où on vient. C'est plus en mode de même mission, tu vois, c'est on vient ici au Canada par exemple pour prendre ce qu'on a à apprendre et puis on retourne là-bas, tu vois, mais il faut toujours garder en fait cette connexion, quoi. Donc tu as ces deux catégories là et mais après en analysant, donc on peut dire qu'il y a vraiment cette similitude là avec aussi la communauté africaine qui quitte l'Afrique. Et moi ce que j'ai remarqué en discutant avec les gens, c'est que des fois il faut voir qu'il y a pour moi deux aspects, mais les deux sont connectés à l'aspect, on va dire, trauma, tu vois, un traumatisme en fait. C'est que quand tu vis dans un pays où, voilà, t'as pas forcément accès à tout ce que tu voudrais accéder, qui pour toi te semble normal, que tu devrais avoir accès, ou t'es dans une situation économique pas stable,
où il y a de la guerre, où il y a peut-être des situations politiques qui sont aussi compliquées. Donc forcément, moi je pense que des fois ça te fait quitter ton pays en fait avec une sorte de traumatisme, avoué ou pas. Et du coup ce traumatisme, des fois, c'est aussi se répercuter sur tes enfants et comment est-ce que tu vas leur décrire d'où tu viens. Donc quand tu fais des enfants et tu dis oui, bon voilà, en Caraïbes où j'étais, voilà, c'était la pauvreté, c'était la famine, c'était compliqué, les politiciens corrompus, ceci, cela, en général, ça va pas forcément donner à tes enfants, en fait, d'y aller, quoi. Donc, ou au pire, quand ils vont aller, ils vont rester dans les hôtels 5 étoiles, tu vois, et puis c'est tout, tu vois, je peux dire, je suis parti, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a ce côté-là, le discours qu'on transmet à nos enfants, mais des fois, c'est un discours qui est lié, en fait, à nos traumas, en fait, par rapport à l'expérience qu'on a de notre pays d'origine. Mais c'est pour ça que, par exemple, comme tu as dit, il y a certains de nos pères, parce que c'est des personnes issues de classe moyenne ou des fois classe haute, il n'y a pas de problème pour eux de rentrer. Ou même si quand ils sont installés ici, ils se disent, il n'y a pas de problème, moi, je dis à mes enfants, rentrer de temps en temps, tout ça, parce que on a une situation quand même qui permet, quoi, d'être bien quand on rentre là-bas. Donc moi, pour moi, j'ai remarqué que c'est souvent lié à ça. C'est souvent quitter un pays, pas dans les mêmes conditions. Certains vont quitter un pays en mode fuite, traumatisme et tout, mais d'autres, c'est plus dans des conditions plutôt normales, simples et saines, et du coup, se disent, il n'y a pas de problème, je peux retourner de temps en temps, quoi. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Mais toutes les communautés afro, il y a ce même phénomène mais à nouveau, beaucoup souvent bien plaisantant en disant ouais, juste pour la retraite, tu vois. C'est souvent ça que t'entends. C'est en mode tu vas en France ou quand t'es caribéen, tu vas à Toronto, tu fais ta vie là-bas. Et après voilà pour voilà, soit l'hiver ou surtout pour la retraite. Souvent c'est ça qu'on entend plus les Caribéens. C'est vraiment pour eux le lifestyle idéal, c'est ça en fait. Tu vas t'installer à Toronto au Canada. Tu vis ta vie là-bas et puis tu mets un peu de côté comme ça pour ta retraite. Tu l'as fini dans les Caraïbes, quoi, tranquille, au chaud. Voilà, quoi. Et ça, c'est, je dirais, après, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connexion, tu vois, entre l'Afrique et les Caraïbes dans beaucoup de choses. Et souvent, on a l'impression qu'on vit des choses différentes. Comme ce que tu viens de dire, franchement, on vit la même chose. Hein. Moi, je vois quand tu vois ce qui se passe en Martinique, par exemple, comment le pays est traité, exactement. comment les locaux sont traités. Moi, ça me rappelle beaucoup des situations, par exemple, en Afrique centrale. Totalement. Non, mais on vit exactement les mêmes réalités parce que on a tous été plus ou moins colonisés par le même groupe de personnes, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie, en fait. C'est ça, on vit des occupations ou de systèmes de colonisation, d'aliénation, mais liés, en fait, à la même cause, quoi, à la même racine. Donc, c'est ça. Autant, on va dire, je prends un exemple de ceux qui sont au Congo, ils vont dire, non, mais vous avez l'avantage d'avoir le passeport français, du coup, vous pouvez un peu vous déplacer partout et nous, on l'a pas. Mais en vrai, de vrai, pour moi, au final, c'est la même chose parce que, ok, autant en Martinique, les personnes qui vous font, ceux qui vous contrôlent, ce sont des Blancs. Il y a un peu ce rappel-là traumatique de ton histoire. Mais j'ai envie de dire, autant au Congo, les personnes qui te font du mal, ce sont des personnes qui te ressemblent. Donc là, c'est beaucoup plus marquant parce que la personne qui ne veut pas que tu évolues, c'est un semblable à toi. Exactement. Même si au-dessus de lui, il y a toujours, on va dire, le méchant blanc colonisateur. Mais étant marié moi-même à une Martiniquaise et que j'observe un peu aussi ce qui se passe autour, je me dis, en fait, il n'y a pas une grosse différence que ça, en fait, tu vois. Effectivement, il y a certaines personnes qui ont quitté leur pays parce que politiquement, ils ne pouvaient pas. Il y a beaucoup des réfugiés politiques aussi dans notre communauté. Il y a beaucoup des personnes qui ont quitté parce qu'ils ont eu une chance d'avoir un visa, tu vois, des connexions, tu as un visa et tu fuis. Donc, pourquoi je vais rentrer chez moi? Après, même si aujourd'hui, on a une pincée de personnes qui essaient de faire ce travail-là, de rentrer, mais comme on l'a dit, au fait, deux fois, nous, on croit que on représente un gros nombre, mais quand tu regardes déjà le nombre de Noirs qu'il y a en France, et le peu de personnes qui ont cette fierté-là de se dire que moi, je vais rentrer, mais quand tu vois les vrais Noirs dans la vie de tous les jours, tu leur parles de rentrer en Afrique, sors dans la rue, tu demandes à un Noir, tu viens du Congo, t'es reparti, quand je dis, qu'est-ce que je vais aller faire au Congo? Donc, je pense aussi que c'est intéressant de voir que deux fois, l'image un peu fantasmée qu'on a de se dire que oui, l'Afrique, ceci, il y a beaucoup de gens qui retournent, mais il n'y a pas autant beaucoup de gens que ça en vrai, tu vois. Même si dans la tête, il y a, sur les réseaux, tu vois, il y a ce truc, l'Afrique, mais ça représente quoi? Tu vois, c'est minime, quoi. J'ai pas les chiffres, en effet, sur le retour en Afrique des Africains, de la diaspora et tout.
mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un retour en Afrique qui se fait un peu plus ces dernières années. Que beaucoup de personnes veulent maintenant retourner un peu plus en Afrique et tout, que par rapport il y a plusieurs années. Mais ce que je remarque par contre, c'est un retour en Afrique, mais pas forcément dans le pays en fait d'où tu es originaire. Ouais. Tu vois, ça peut être par exemple, t'es Congolais, tu as vécu en Occident. Maintenant, tu vas te dire, ben, moi, je vais retourner au Sénégal, par exemple, et m'installer là-bas, ou en Côte d'Ivoire, tu vois. Des trucs comme ça, en fait, ça, je remarque qu'il y a ça arrive maintenant beaucoup plus. Maintenant, c'est sûr que beaucoup, en général, à nouveau, c'est vraiment lié au trauma qui va faire que, bon, ils vont rester en Occident à cause de ce trauma qui est pas forcément traité. Ils vont pas forcément vouloir retourner en Afrique. Et moi, je pense à avant même en fait, parce que des fois je pense qu'on pose des questions mais on se dit pas, on va pas à la racine en fait. Moi je trouve que c'est trop simple des fois de dire à des personnes retourne en Afrique, quand est-ce que tu retournes en Afrique, surtout quand ça vient de personnes noires comme nous, puisqu'au final des fois on est victime de racisme et c'est des personnes racistes non noires qui vont nous dire écoute, rentre en Afrique, tu vois. Mais moi je me dis, entre nous, faut vraiment qu'on soit beaucoup plus solidaires. Et qu'on se pose les vraies questions, de se dire, par exemple, c'est quoi ton parcours, ton expérience avec l'Afrique jusqu'à présent? Parce que des fois, c'est aussi des a priori qu'on a. Quand t'as jamais été en Afrique, par exemple, t'as trop peur d'y retourner, même juste aller en vacances, je me dis déjà, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Il y a une différence, une personne qui me dit qu'elle a fui une guerre ou qui a fui une pauvreté extrême et qui veut plus retourner, ça, je peux plus comprendre. Mais quand c'est une personne qui a jamais été, je me dis, ok, il y a vraiment un travail de fond à faire, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment travailler ce trauma-là et tout, et se dire que bon, voilà, quoi, l'Afrique, c'est quand même au moins 54 pays. Et moi aussi, ce qui m'a impressionné, c'est que plus je visitais de pays africains, plus quand tu vas dans des endroits très riches et fancy, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui sont là-bas. C'est des personnes qui sont plutôt non-noirs, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se dire, en fait, il y a quel discours qu'on nous montre, en fait, qu'on nous dit pas. Parce que comment est-ce que dans les coins les plus beaux de l'Afrique en général, c'est de non-noirs en fait qui y sont et qui profitent. Et quand tu vois des noirs là-bas, c'est plus des servants, des travailleurs. Donc à un moment donné, je me dis en fait, il y a un discours peut-être, il faut vraiment faire attention au discours des fois qu'on tient envers l'Afrique. Donc moi, je dirais, soyons beaucoup plus solidaires. Et le dernier aspect pour moi dans ça, c'est que je trouve qu'au contraire, l'aspect de la diaspora est quand même important parce que quand on se le dise, tu vas prendre n'importe quel pays au monde en fait, chaque pays du monde et ou chaque continent ont une diaspora. Donc, il n'y aura jamais tous les Africains en même temps sont en Afrique, non. La grande majorité des Africains sont en Afrique. Et petit aparté sur la partie du dating, la grande majorité des Noirs sortent avec des Noirs aussi. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Voilà, exactement. Mais les Noirs sont... Non. Voilà. La majorité des Noirs sortent avec des Noirs, font des enfants avec des Noirs. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus solidaire, se dire qu'au contraire, la diaspora, pour moi, un des exemples très simples que je vois, c'est se dire que l'avantage quand on est dans la diaspora, c'est que la plupart des cas, les cérémonies occidentales, à cause du colonialisme et comment elles se sont organisées, sont beaucoup plus fortes en Afrique. Donc moi, je me dis, une diaspora, ça veut dire que c'est une diaspora, surtout si elle est organisée, c'est des capitaux qui peuvent être créés, générés, fédérés et investis en Afrique. Donc moi, je pense que c'est plus en fait se dire quelle mission on a quand on est justement dans la diaspora et comment est-ce qu'on peut impacter l'Afrique tout en étant dans la diaspora. Parce que toutes les communautés mondiales, tous les pays du monde, tous les continents ont une diaspora. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour impacter une zone précise. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment plus ça qu'il faut qu'on se dise, qu'on peut impacter l'Afrique, même en étant en dehors de l'Afrique. Mais après, voilà, les personnes qui ne veulent jamais retourner en Afrique, un problème, je pense qu'il faut faire un travail de fond et se dire que voilà, allez visiter l'Afrique, quoi. C'est 54 pays minimum. Et croyez-moi, quand vous allez voir les zones les plus belles de l'Afrique, vous n'allez pas voir de noirs là-bas en général. On va quand même être optimiste. Je pense que d'ici 15 ans, on pourra parler d'un système de diaspora qui est un peu plus ou moins solide. C'est que ça va prendre du temps, mais voilà. Non, c'est ça en fait. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. Il faut juste être optimiste. C'est juste ça. Parce que moi, j'ai toujours dit en fait, il y a plusieurs choses des fois où tu vas croire en un système parce qu'il y a des personnes qui sont a priori étrangères, mais qui vont même te confirmer qu'en fait, il y a un potentiel. Moi, pour l'Afrique, par exemple, c'est simple. À chaque fois que je retourne en Afrique, je vais dans des endroits plutôt fancy, qui sont bien 5 étoiles, tout ça. Quand tu vois qu'il y a des non-noirs qui sont là majoritairement, tu dis quand même, ça veut dire que l'Afrique a un potentiel, quoi. Sinon, pourquoi ces personnes-là viendraient là et tout, investir la plupart des grosses entreprises, tu regardes les capitaux qui possèdent et tout, tu vois que c'est pas forcément des Noirs, c'est pas vraiment des Africains. Donc tout ça, en fait, tu dis, en fait, si ces personnes-là sont en train d'investir, sont en train d'acheter de la terre, sont en train de construire là-bas, je pense que quand même, c'est qu'il y a un potentiel énorme, quoi. Donc, même les personnes qui détestent, entre guillemets, tu vois, j'ai vu dernièrement, c'est le père à
Le Pen, tu vois, son papa, et même sa famille aussi d'ailleurs, qui possédait des investissements, tu vois, je crois que c'était en Côte d'Ivoire ou dans un pays francophone. Ouais. Je te dis, même une personne qui, on va dire, visiblement véhicule des images assez négatives sur l'Afrique, a quand même des investissements là-bas. Ouais. Combien de fois nous-mêmes. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on investisse. Et à nouveau, ceux qui veulent rentrer, rentrent. Mais je pense que même quand on est à l'extérieur, on le voit concrètement avec d'autres diasporas ou des personnes non noires, c'est possible, en fait, d'impacter une zone géographique. Même quand on ne vit pas dans cette zone géographique-là, il suffit juste d'avoir des relais. Évidemment, bien sûr, des relais fiables. C'est ça. Mais ça existe, en fait. Il y a de plus en plus de plateformes, voilà. Enfin, moi, personnellement, pour une side note comme ça et tout, moi, j'ai investi pendant 12 mois dans un projet d'agriculture au Sénégal. Je suis pas sénégalais, mais j'avais un relais très, très fiable au Sénégal qui faisait un projet d'agriculture qui marchait, qui m'a montré, prouvé comment ça marchait. Je me suis dit, ben, écoute, pourquoi pas? Je vais investir et pendant 12 mois, ça s'est super bien passé et je suis prêt à recommencer l'aventure, en fait. Donc, il y a des possibilités. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'ai jamais été au Sénégal quand ça se passait. Enfin, j'ai visité le Sénégal à l'époque, mais pendant que ce projet se passait sur 12 mois, j'ai pas mis pied au Sénégal, mais j'avais un relais fiable, en fait. Donc, je pense que c'est plus ça, en fait, se dire que c'est possible. Il y a plusieurs configurations possibles. Il faut juste être assez ouvert d'esprit, mais surtout optimiste, parce que je pense que quand on est pessimiste, on va trouver des excuses, en fait. Pourquoi est-ce que ça va pas marcher? Pourquoi est-ce que je peux pas rentrer? Surtout même venant de nos propres familles. Hein. Voilà, exactement. Venant de nos propres familles. Moi, je sais que pareil, au Sénégal aussi, tu vois, on nous a proposé beaucoup de fois, même d'acheter des terres. Hein, ça coûte pas cher dans certaines zones. Ouais. Avec 5 000 euros, bon, qu'à l'époque, je sais pas c'est combien. Avec 5 000 euros, tu peux avoir un petit bout de terrain, tu vois, à 2 heures ou 3 heures de Dakar. Ouais. Et mais quand tu vois le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, ce sont des 3 pays, en tout cas, qui, en termes de croissance, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre aujourd'hui dans ces 3 pays-là, dis-toi que d'ici 10 ans, bah, tu vas jamais regretter. Exactement. On va tirer quelques jeux. Le jeu de cartes qu'on a fait avec ma femme. En face de toi. Donc, en face de toi, bah, de toute façon, t'as vu le projet naître. Bah, franchement, c'est impressionnant. Quand on a commencé depuis 2018-19, des débats, c'est devenu une chaîne YouTube qui marche bien, une grosse communauté sur Instagram. Et donc, on a développé ce jeu et je voulais qu'on tire quelques cartes. Bien sûr. Donc, je pense que tu connais le concept. Hein, tu as des cartes bleues qui sont plus ou moins soft. Donc, famille, amis, couple aussi d'ailleurs. Et tu as les cartes rouges qui sont très rentre-dedans. Bon, on va pas dire, mais en off, on a, on va dire, comment on va nommer la déesse, la manager. Manager, assistante personnelle. Assistante personnelle de la personne qui est en bac. Donc, peut-être qu'on va éviter les questions rouges. On va rester sur les questions bleues. Après, elle est majeure, ça va. Elle est majeure, bon, ça va, il a 18 ans. C'est un jeu qui se joue uniquement à 18 ans. Donc, 18 ans et plus. 18 ans, à partir de 18 ans. Donc voilà, juste avant qu'on passe au jeu, parle-moi un peu du cadeau. Hein. Morrison nous a apporté des cadeaux, les gars. Bien sûr, bien sûr. Parle-moi un peu de ce produit-là. Alors, ce produit, en fait, c'est une bougie senteur, voilà, parfumée. Et celle-ci, en fait, c'est soit parfum mangue, je crois, ou citronnelle. Non, je crois que c'est citronnelle, du coup, pour celle-ci. Et donc, c'est la marque Bougie Drapeau, qui est une marque, en fait, voilà, qui a été créée, comme on dit, un business. On soutient les business afro, les business noirs. Et là, en plus, c'est mon grand frère, en fait, qui a cette marque-là qui s'appelle Bougie Drapeau. Donc, si tout le monde va sur bougiedrapeau.fr ou bougiedrapeau.com, c'est possible de passer des commandes pour des bougies customisées. Il y a différentes senteurs. Et là, justement, celle-ci, on l'a créée uniquement pour le show que j'ai fait à Paris, donc le 17 mai. Donc, c'est les bougies qui ont été créées pour ce show-là, quoi, et qu'on a vendu durant cette soirée-là. Et voilà, c'est le concept de bougies pour parfumer, voilà, n'importe quel environnement chez soi. Et je tenais vraiment, voilà, à mener ça pour te l'offrir et puis aussi promouvoir la marque sans honte, comme on dit, un shameless plug, voilà, promouvoir un business afro, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est bougie-drapeau. Voilà, en un seul mot, bougiedrapeau.com ou peut-être .fr, mais voilà, vous verrez
Ça et écoute, tout, quoi. merci beaucoup. Hein. Moi, je peux faire carton rouge, hein, si jamais. Hein. Ouais, il y a des jokers. Des jokers, Ok. c'est si tu veux pas répondre. Ouais. C'est parce qu'il y a des questions. C'est ça, en fait, ouais. Les questions rentrent dedans. Ouais, parce que y a mon assistante qui me dit, voilà, faut faire attention à ça. Attention, faut pas se mouiller pour rien. Bon, C'est écoute, clair. moi, je prends une question bleue et une rouge aussi. Ok. J'espère que c'est pas la question. Donc, je te les pose aussi, on est d'accord. Hein. Yeah, vas-y, Ok. prends aussi. Ok. Oulala. Alors, Fou. waouh. En fait, les deux, ils sont assez similaires, ce qui est vois, drôle. en Tu termes de prends questions. On commence avec les questions bleues. Ok. Quels sont les 4 piliers d'une relation solide? Alors, les 4 piliers, pour moi, je dirais, bon, classique, hein, l'honnêteté. Parce que dans l'honnêteté, il y a communication. Parce que souvent, on dit communication, mais bon, communication, c'est vague. Hein. Tu peux communiquer avec quelqu'un et tu comprends pas ou tu entends pas ce qu'il dit. Mais moi, je dirais plus l'honnêteté. Je dirais aussi les finances. C'est quelque chose souvent qu'on a tendance à oublier, mais quand on est stable financièrement, ça facilite beaucoup de choses. C'est sûr. Dans ce monde, surtout dans notre société capitaliste. Le 3e pilier, ça va être quand même l'amour, quoi. L'amour, ça devrait peut-être être le premier. Il faut vraiment s'aimer, quoi. Ouais. Il faut vraiment avoir quand même de l'amour par la personne, au-delà du fait d'avoir l'argent. Ouais. Et le 4e pilier, ça va être de cultiver un peu, de se renouveler. Voilà, je dirais plutôt le renouvellement. De se rappeler, de ne pas rentrer dans la routine, parce que souvent, ça, c'est le problème de beaucoup de relations. C'est bon, on s'est marié, allez, je me pose un peu, je me laisse aller. Je pense que le renouvellement, c'est quelque chose pour moi. Ouais. Donc, après, je te laisse répondre à la bleue. Tu veux changer de question? Non. Donc, moi, je dois répondre à la même question pour le pilier, là, c'est ça? Non, tu réponds à ta carte. Ah, ok. D'accord. Yeah. Alors, moi, ma question bleue, c'était le sexe peut-il régler des problèmes dans un couple? Ouais, réponse simple, oui, totalement. Hein, parce que, en général, quand on est dans un couple, ça fait partie de la vie du couple, quoi. Ouais. Et à moins que ce soit un couple qui soit en mode asexuel, justement, ce qui existe, hein, c'est rare, mais ça existe. Mais si c'est, on va dire, un peu comme dans la plupart des couples où le sexe joue un rôle quand même clé et important, je dirais oui, hein, ça peut régler des problèmes dans un couple, ouais. Parce que c'est des fois justement le manque de sexe qui crée des problèmes. Voilà, donc il a avoué. Je n'ai pas parlé de sexe aussi. On t'a dit l'amour. On va dire c'est voilà. On va mettre ça dans l'amour. La question rouge pour moi, c'est tes enfants te surprennent en train de faire l'amour, tu fais quoi? Et pardon. Je fais quoi? Je crée une situation. J'essaie d'imaginer comme si on faisait comme si j'aidais leur maman à faire quelque chose d'autre, genre je dis, attends, je vais attacher tes cheveux. En tout cas, je crée une situation pour ne pas que ça crée quelque chose de froid. je sais pas comment je vais. Non, moi, je préfère ne pas penser à ce genre de questions. Je me dis, ça va jamais arriver, ça va jamais m'arriver, non. Ça va jamais arriver, voilà. Ok. Moi, ma carte rouge, c'est as-tu déjà dit le nom de quelqu'un d'autre pendant un acte sexuel? Écoute, la réponse est non. Hein, parce que voilà, on essaie quand même d'être d'être focus, d'être préparé mentalement et pour éviter ce genre d'erreur qui peut être très fatale. Donc, ouais. Donc, je sais même pas comment ce serait possible de corriger ce genre d'erreur là si ça arrive, quoi. Donc, et dans les deux sens, hein, si ça m'arrive aussi pareil, hein, c'est genre fini, quoi. Donc, oui, non, mais c'est... Ah ouais. Il y a des trucs, voilà, quoi. Faut être focus, quoi, comme on dit. Mais grave. Non, mais c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose. Non, ça m'est jamais arrivé. Il y a plusieurs d'autres questions. Hein. Ah non, le jeu est intéressant. Je trouve que j'avais d'ailleurs commenté à l'époque en disant qu'il faudrait que vous créiez une version en anglais, en fait. Écoute, en coming soon, hein, peut-être. Okay. Hein, on va bosser dessus. Okay. Le jeu est disponible sur notre site, enfaceautre.com.
Écoute, Borelson, Ouais, merci beaucoup. Hein. ben, mon plaisir, hein, Merci, franchement, merci toujours un pour le plaisir. cadeau. Ouais, bien sûr, Merci pour l'album l'édition illimitée, franchement. ouais. Building Bridges, toujours Yes. disponible, hein, n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent se le procurer, allez sur mon site internet borelson.com Yeah. ou juste Borelson sur tous les réseaux sociaux et on va s'arranger, on fait des livraisons en France, en Europe et aussi en Amérique, quoi. Donc Yeah. n'hésitez pas.